vous remercie déjà de m'avoir invité. C'est rafraîchissant, je dirais, parce que d'entendre tous les débats qu'il y a eu avant. Moi, je fais partie de la sphère des fonctionnaires, des techniciens, pas fonctionnaires des collectivités, encore pire, fonctionnaires de l'État. Donc c'est assez rafraîchissant d'être ici, ça met un peu en perspective un certain nombre de choses. Je pense peut-être en propos liminaire, je trouve ça intéressant qu'on vienne se confronter à ce type de réflexion. Après, je trouverais ça aussi intéressant du côté de ceux qui réfléchissent à la production de la ville du point de vue des citoyens, d'aller aussi interroger des techniciens de collectivités, de voir un peu aussi à quelles difficultés eux-mêmes sont confrontés, pas forcément en fonction des commandes politiques, mais aussi en fonction des impératifs économiques, des impératifs techniques, des impératifs de sécurité. Il y a beaucoup de choses qui concernent la sécurité, l'accessibilité. Le vivre ensemble, c'est aussi le vivre avec tout le monde et avec des contraintes parfois qui sont régies par des normes. C'est un mot qui fait un peu peur quand on fait de la participation, mais c'est vrai que ça existe. Et parfois, ces normes-là, elles sont aussi là pour garantir un certain nombre de choses qui sont quand même pas inintéressantes, d'autant que souvent, s'il y a un problème, on se retourne vers la collectivité et vers les techniciens en disant « Quoi ? Mais c'est pas possible, il y a eu un incendie là, où il y a cet espace n'est pas accessible aux personnes handicapées. » Et ben, il y a aussi ce genre de choses à prendre en compte, et c'est vrai que les techniciens parfois sont là aussi pour être le vilain petit canard, et puis mais sans forcément vouloir faire l'empêcheur de tourner en rond, mais aussi pour garantir un certain nombre de principes du vivre ensemble aussi. Ça aussi, ça existe, et je pense que c'est intéressant aussi pour ceux qui réfléchissent à la participation d'aller se confronter aussi à ce type d'interrogation. Voilà, petit propos liminaire, je profite du temps de parole qui m'est alloué. Voilà, donc moi je vais vous parler des écoquartiers, notamment pour essayer aussi de vous dire que c'est pas forcément tout ce qu'on peut croire. C'est une démarche, et une démarche qui est portée par l'État, dans un espèce justement de changement de posture. Pour le coup, on ne va pas être sur de la norme, on ne va pas être sur du réglementaire, mais on va essayer, au sein des opérations d'aménagement, d'avoir un certain nombre une grille de lecture, des questions à se poser, qui rafraîchissent aussi un peu les opérations d'aménagement. Donc, je vous laisse juste passer la slide d'après. Donc la démarche écoquartier, hein, c'est des projets qui sont qui participent à une démarche de l'État, qui sont à des niveaux d'avancement très très différents, qui vont de l'engagement dans la démarche jusqu'à des projets réalisés. Donc ici sur la métropole lyonnaise, pour ceux qui connaissent le projet qui est labellisé écoquartier, c'est le projet de la Duchère sur Lyon 9e. Un autre projet où on pourrait se dire tiens, c'est un écoquartier, Lyon Confluence ne participe pas à la démarche de l'État, ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'est pas posé les questions du référentiel. En tout cas, il n'a pas souhaité pour l'instant s'inscrire dans cette démarche. Donc plusieurs niveaux d'avancement, vous pouvez passer plusieurs types de contextes, hein. On n'est pas que sur de l'urbain, on est dans les petites communes. Là c'est un projet à la Rivière, pas très loin de Grenoble. Dans les grandes agglomérations, ici on est à Paris, qui a 4 projets d'écoquartiers réalisés. Vous pouvez passer des quartiers en rénovation urbaine, le projet de la Duchère, donc en rénovation urbaine en rue, dans les quartiers en zone urbaine sensible, mais aussi on est sur des projets qu'on appelle en extension maîtrisée, c'est-à-dire qui viennent grignoter sur des zones agricoles souvent, mais dans une logique derrière de besoin de logement et en lien avec la planification. Et on est aussi dans des tissus existants revitalisés, donc ici un centre-bourg à Fort-Calquier. Voilà, c'est quoi cette démarche? Au-delà de projets réalisés, c'est un référentiel et un processus de labellisation. Donc un référentiel qui se pose un certain nombre de questions, organisées en 4 dimensions. Une dimension qui concerne plutôt la logique de gouvernance, une dimension qui concerne le cadre de vie,
Une qui concerne la logique, la démarche économique, et une qui concerne l'environnement. Donc pour faire, non, vous pouvez rester juste, pour faire le lien juste avec la thématique de la journée, il y a trois questions qui sont plus spécifiquement sur les logiques d'implication citoyenne. Et il y a un engagement qui concerne justement le processus de gouvernance, et notamment comment est-ce que la collectivité, à l'échelle du quartier, à l'échelle de la définition de son écoquartier, elle a impliqué à un moment donné les citoyens. Il y en a une qui concerne la prise en compte des pratiques des usagers. Donc, tout à l'heure, vous avez fait référence à la maîtrise d'usage, ça peut être effectivement sur certains équipements des choses qui sont mises en valeur. Et puis, il y a un engagement sur le vivre ensemble et sur comment on fait dans le quartier pour articuler des gens de toutes les origines sociales et culturelles. Alors, maintenant, le retour d'expérience. Il y a 51 projets qui sont labellisés étape 3, c'est-à-dire quand on est en étape 3, c'est des projets qui sont actuellement habités. Donc, quels sont les retours un peu d'expérience de l'implication citoyenne dans ces projets d'écoquartier? Donc, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait d'atomisation. C'est quand même quelque chose qui est perspectible à l'échelle d'une opération d'aménagement. Et il est difficile pour les collectivités qui nous ont montré ce qu'ils ont fait sur leurs écoquartiers. Il est difficile d'impliquer les citoyens à l'échelle du quartier. C'est quelque chose qui se retrouve assez peu. Donc nous, CEREMA, on fait beaucoup de benchmarking, de retour d'expérience. C'est vrai que de l'implication citoyenne à l'échelle du quartier, on n'en a pas beaucoup. On a beaucoup d'informations, de processus de concertation réglementaire, de la communication, du marketing territorial, forcément, parce que aussi la démarche écoquartier, on ne va pas se cacher derrière le petit doigt, c'est aussi pour les collectivités un moyen de valoriser un certain nombre de choses qui sont réalisées. Donc il y a une dimension de marketing territorial, nécessairement. Donc la participation, il y en a, mais à l'échelle du quartier, c'est difficile. C'est intéressant parce que hier, j'étais à Miramas, qui est un projet en renouvellement urbain, et qui nous présentait, donc là c'est un peu à chaud, mais j'ai pas vraiment creusé, mais qui nous disait, nous, à l'échelle du quartier, là, on commence à voir des choses sur le projet de quartier qu'on est en train de réaliser. On a une équipe de maîtrise d'œuvre où le mandataire, c'est un sociologue. Et qui, ça n'existe pas beaucoup, un mandataire sociologue dans une équipe de maîtrise d'œuvre, c'est assez intéressant. Et qui nous disait hier, donc, lui, il met les citoyens en capacité, justement. En capacité en disant, ils organisent des ateliers avec des maquettes. Et il disait, les habitants, ils deviennent quasiment aussi experts que les techniciens, et ce qui permet d'être sur un même niveau technique, même si c'est quand même du vernis malgré tout, mais ça permet derrière de discuter d'égal à égal et d'avoir des propositions intéressantes. Donc là, peut-être un projet futur à valoriser. Donc malgré tout, on n'a pas beaucoup d'expérience à l'échelle du quartier, ce qui arrive pour le coup à faire de l'implication citoyenne, c'est des petites opérations d'espace public, donc ça tombe bien, on est sur ce sujet-là, d'espace public ou d'équipement public, où en gros des collectivités valorisent des ateliers habitants qui permettent de définir la programmation d'équipements publics ou de parcs publics. Souvent sur des jeux pour enfants. Alors là, la slide d'après, c'est, il me semble, sur des processus un peu... non, encore après, juste pour revenir à l'agriculture urbaine, quelque chose qui marche plutôt bien comme objet de concertation, objet de participation, et qui est beaucoup valorisé. Il y a plus d'un quart des écoquartiers qui mettent en place des jardins collectifs. C'est la thématique du jardin collectif, qui permet derrière d'impliquer un collectif d'habitants sur un projet concret, pas loin de chez eux, et qui permet d'être un objet de participation. Donc je crois que j'ai plus beaucoup le temps de parler, mais je suis prêt à répondre aux questions sans souci. Merci. Alors, il y a une personne juste là.
Je viens de Marseille, donc je connais bien le projet dont vous parlez à Miramas et je pense que vous parliez d'Adeus concernant la maquette, etc. Et j'avais une question concernant l'écoquartier qui est prévu dans le quartier de la Caillole et juste à côté. Et je voulais savoir si c'était vous, si c'était le CEREMA qui... Non, point. Je ne connais même pas ce quartier. Mais en fait, moi, j'interviens pas du tout à Miramas. Je donnais une formation hier sur les objectifs environnementaux dans les opérations d'aménagement. On a fait la visite de la Maille 2 qui est à Miramas et il y a le projet juste à côté où il y a une implication de la collectivité sur la démarche écoquartier et puis qui nous présentait effectivement, mais à l'objet, dans le cadre de la visite, cette opération. Mais je trouvais ça intéressant d'exposer en tout cas l'idée sur la place des experts et des professionnels qu'il n'y a pas que les urbanistes paysagistes, il y a aussi d'autres postures professionnelles, même si on est sur du disciplinaire, et d'autres accompagnements qui peuvent être aussi intéressants. Et quand on met un sociologue en posture de mandataire, c'est quand même relativement intéressant dans une équipe de maîtrise. Donc voilà, c'était juste, mais je n'interviens pas sur la Caillole que je ne connais pas. D'accord, ok. Bon, merci beaucoup. Bonjour, Anne Reverand, adjointe au maire de Villeurbanne aussi, au développement durable et à la nature en ville. Je me suis posé une question depuis longtemps pour avoir suivi différents projets, notamment celui de la soie à Lyon, sur la métropole de Lyon, puisque ça concerne Louvain et Villeurbanne. C'est par rapport à la question des écoquartiers ou de la participation et de la participation habitante. On a souvent affaire à des habitants qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'on est sur des territoires quelquefois peut être en rénovation urbaine, mais quelquefois on est sur des territoires complètement vierges qui se constituent à partir de friches industrielles où il n'y a effectivement aucun habitant. Donc demander à des gens de participer à la construction, c'est un petit peu compliqué. Alors on a des habitants périphériques qui vont donner leur avis, qui sont quelquefois en contre d'ailleurs, parce qu'ils ne veulent pas voir ceci, cela, etc. Et qui s'expriment plutôt dans ce sens-là. Et puis ça pose la question, alors je reviens à la question que je voulais poser tout à l'heure, mais c'était pour une interlocutrice précédente, mais c'est quand même en lien. C'est sur ce langage qu'elle appelait codé, oui, feutré, à mon sens non, parce que je pense que c'est un langage plutôt que feutré, assez violent, je trouve, parce qu'il est très technique et il agresse souvent l'habitant. C'est comment, effectivement, sur ces zones, trouver... faire du transfert de connaissances sans que l'habitant devienne, à mon sens, il n'a pas à devenir expert, au même titre que l'expert technicien, etc. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il garde cette fraîcheur d'habitant et qu'il sache poser toutes les questions et qui ne s'interdisent rien, et qui ne se disent pas « ah ben non, ça c'est pas possible techniquement », etc. Enfin, voilà, donc une double question sur qui va être la matière, enfin qui sont les habitants, enfin la matière on la connaît, mais c'est le territoire, mais qui sont les habitants qu'on va interroger et quels moyens leur donner. Merci. Donc intervention, puis... Oui, bonjour, Stéphane Lévesque, je représente l'association GROUF, qui est une association de citoyens bénévoles pour la promotion, l'encouragement et l'accompagnement de potagers en toiture. Et je voulais intervenir de façon générale sur plusieurs interventions qui ont eu lieu, peut-être pour donner un point de vue de finalement groupe de citoyens bénévoles. Nous, l'idée, c'est d'encourager les potagers en toiture, et dans le lien avec la collectivité, on ne sait pas trop comment se positionner, parce que ce qui intéresse les gens qui participent à l'association, c'est un peu à la fois le caractère ambitieux. Un potager en toiture, c'est le croisement entre les questions de construction, de botanique, de gestion agricole, etc. Et à la fois l'idée de vouloir améliorer la ville. Donc on n'est pas finalement comme un groupe d'habitants sur un jardin partagé où on aura un terrain, où on voudrait jardiner. On est plutôt dans l'encouragement global, faire un réseau à l'échelle de la métropole de Lyon. Et du coup, on est toujours accueilli de façon bienveillante par les collectivités, mais sans plus, quoi. C'est-à-dire que la question, c'est la réponse qu'on a souvent de la part des acteurs publics, que ce soit collectivités, même bailleurs sociaux, c'est de dire on vous contactera quand on aura un projet. Et la réponse qu'on aimerait dire, c'est mais nous, on peut essayer de contacter des gens, construire le projet, quoi, trouver un propriétaire, trouver un collectif d'habitants, tout ça. Et du coup, il y a une question d'un dialogue finalement qui se fait pas.
Et voilà, donc je voulais intervenir, je ne sais pas si vous avez, au niveau des intervenants, des éléments de réponse ou des choses comme ça, mais sur un peu cette question-là. Donc le parti pris qu'on a notamment, et je fais un coup de pub du coup, c'est de lancer un appel à projet avec Atelier Capacité sur, en gros, on s'adresse aux gens qui sont propriétaires de toits, aux gestionnaires de toits, en disant, vous avez un toit, ben, on peut vous aider à le cultiver. Mais du coup, ça reste finalement dans un droit d'acteur privé, et du coup, voilà, la place de la collectivité là-dedans me questionne. Merci. Alors, du coup, je vais essayer de... Alors, pour la première question sur la participation dans les projets d'extension où les habitants n'existent pas. Alors je renverrai un peu aux experts de la salle, moi je ne suis pas expert de la participation. Cela dit, c'est vrai que la question que vous posez là, c'est une question que beaucoup de collectivités et d'élus, quand on fait des clubs écoquartiers, c'est une question qui se pose tout le temps. Mais comment on fait? J'ai pas d'habitants. Alors il n'y a que 25% de projets écoquartiers qui sont en extension, donc au final. Et nous, ce qu'on dit, c'est que la participation, elle se fait effectivement, et ce qu'on remarque comme exemple, c'est beaucoup dans les projets de renouvellement urbain, et dans lequel souvent il y a une pratique de la concertation, et souvent c'est les projets de rénovation urbaine portés par l'ANRU, parce que ça fait, il y a un petit temps, que ces démarches-là sont encouragées, y compris par les acteurs institutionnels. Alors sur les projets en extension, du coup, peut-être il y a des gens qui ont des retours à faire. Après, sur la deuxième question, c'est la fraîcheur de l'habitant. Alors, je suis assez d'accord avec vous. Cela dit, ça ne veut pas dire que mettre en capacité l'habitant de discuter avec des techniciens, ça veut dire partager un vocabulaire commun, ça veut dire comprendre un peu les enjeux, y compris des enjeux un peu collectifs, et que ça ne soit pas que prêcher pour l'individu que l'habitant représente. Après, pour la question de Stéphane sur le rôle des associations au sein de porter une démarche participative et comment faire le lien avec la collectivité, je suis assez d'accord avec lui de dire que la collectivité, pour ce qu'elle représente et en tant que relais, elle est forcément légitime pour aussi être en lien avec les associations qui veulent porter des démarches d'implication citoyenne. Alors comment ça doit se faire? Je pense que ça doit se faire en lien avec les techniciens, avec les élus, sachant qu'en plus, peut-être sur la dimension spécifique des projets en toiture, je pense aux pariculteurs par exemple à Paris, qui est une vraie démarche qui permet d'associer à la fois la dimension élu, politique, collectivité, puis en même temps les gens qui ont des choses à proposer et qui permettent derrière aussi, parce que la collectivité c'est aussi un des acteurs qui peut proposer des toits à gérer, qui peut aussi proposer un peu de l'accompagnement, éventuellement des investissements. C'est ce que fait la ville de Paris, donc pourquoi pas bientôt des villes dans l'agglomération de Lyon.